Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Le 3 janvier 2007, Adrien quitta la maison au petit matin sous un ciel gris, un baiser sur ma joue et un sourire qui me réchauffait le cœur. La journée passa lentement, mais la nuit tomba sans qu'il ne rentre, et son téléphone resta muet malgré mes appels désespérés. La police ouvrit une enquête, mais aucune trace de sa voiture, aucun témoin, pas la moindre caméra pour retracer ses pas. Chaque minute s'éternisait en heures, chaque heure en un cauchemar éveillé. Mon corps errait dans la maison comme une coquille vide, les souvenirs de nos rires résonnant dans le silence oppressant. Les jours suivants, le froid s'infiltra dans les murs et dans mon âme, transformant notre foyer chaleureux en un tombeau glacé. Je m'asseyais devant la fenêtre chaque soir, espérant voir sa silhouette apparaître sous la lueur blafarde du lampadaire, mais seul le vent répondait à mes prières. Les semaines se transformèrent en mois sans le moindre indice. Les détectives se montraient de moins en moins présents, et ma famille, d'abord pleine de compassion, commença à évoquer la possibilité qu'il ait fui volontairement. Je refusais cette idée, persuadé qu'Adrien n'aurait jamais abandonné notre amour, notre projet de fonder une famille, ni le serment que nous avions échangé devant Dieu. Je fouillais inlassablement ses affaires, relisais ses mails, reconstituais chaque minute de la journée de sa disparition pour trouver une faille, un détail oublié. Ma santé déclina, mes cheveux commencèrent à tomber sous le poids du stress, mais je m'accrochais à la dernière lueur d'espoir. Chaque nuit, je dormais de son côté du lit pour sentir sa présence, persuadé qu'un signe finirait par apparaître. Pourtant, au fond de moi, je sentais que quelque chose d'infiniment sombre s'était abattu sur nous. Le printemps arriva sans ramener Adrien. Les arbres fleurissaient, les oiseaux chantaient, mais mon cœur restait figé dans l'hiver de son absence. La police finit par suspendre les recherches actives, me laissant seul face à un avenir vide et incertain. La douleur était décuplée par l'absence de corps. Comment faire son deuil sans certitude, sans cercueil, sans adieu? Chaque fois que le téléphone sonnait, je bondissais, espérant un miracle, et chaque fois, c'était une erreur, un télévendeur ou un proche qui me suppliait de tourner la page. Mes nuits étaient hantées par des rêves où Adrien m'appelait à l'aide depuis un endroit que je ne parvenais jamais à atteindre, me réveillant en sursaut, en larmes. Ma maison se transforma en mausolée, les murs imprégnés de notre passé, les cadres de nos photos semblant me juger, comme si j'avais échoué à protéger l'homme que j'aimais plus que ma propre vie. Je me sentais devenir folle, entendant parfois des bruits étranges, des grincements que je n'avais jamais remarqués auparavant. Je parlais à son reflet dans les miroirs, m'inventant des conversations pour tromper ma solitude. Les psychiatres me diagnostiquèrent une dépression sévère, mais aucun médicament ne pouvait combler l'absence de la moitié de mon âme. Mon entourage s'épuisait à vouloir m'aider, et peu à peu, mes amis s'éloignèrent, incapables de supporter ma douleur persistante. Ma mère, elle, répétait que la vie devait continuer, mais comment avancer quand chaque battement de cœur vous rappelle l'absence de l'être aimé? Le temps poursuivait sa course, indifférent à ma détresse, et le monde autour de moi semblait avoir oublié Adrien. Mes collègues parlaient de promotion, de vacances, de mariage, et moi, je me sentais étrangère à toute joie, spectatrice d'une existence qui n'était plus la mienne. J'allais au travail comme un automate, feignant d'écouter, rendant des sourires mécaniques, mais mon esprit restait prisonnier de ce 3 janvier où tout s'était effondré. À la maison, je trouvais refuge dans notre chambre, m'enveloppant dans ses chemises pour respirer son parfum évanescent. La poussière s'accumulait dans les pièces où je n'osais plus entrer, comme si chaque centimètre conservait l'empreinte de notre bonheur perdu. Ma sœur me suppliait de consulter un médium, persuadée qu'il pourrait m'apporter des réponses, mais je refusais, redoutant d'entendre ce que je ne pourrais supporter. Les anniversaires, les fêtes, les jours ordinaires, tout était devenu un supplice, un rappel cruel de l'absence. Je regardais les photos de couples s'embrassant dans la rue avec une envie douloureuse, me demandant si je retrouverais un jour la capacité d'aimer ou même de sourire sincèrement. J'avais l'impression de flotter hors du temps, comme si la vie continuait sans moi, me laissant derrière elle, figée dans un passé que personne ne voulait plus évoquer. Seul le tic-tac de l'horloge rythmait mes journées, chaque seconde me rapprochant de la folie ou d'une improbable révélation.
Chaque année, le jour de mon anniversaire était une torture silencieuse, un rappel cruel de l'absence d'Adrien. Je soufflais mes bougies seule dans la cuisine, les larmes coulant sur mes joues, me demandant s'il était encore en vie quelque part. Les murs de la maison semblaient se resserrer autour de moi, comme pour m'étouffer sous le poids des souvenirs heureux qui me hantaient. J'imaginais 1000 scénarios, un accident, un enlèvement, ou pire encore, la possibilité qu'il m'ait abandonné volontairement. Cette incertitude me rongeait chaque année un peu plus, transformant ce qui aurait dû être un jour de joie en un cauchemar réveillé. Les appels de ma famille pour me souhaiter un « joyeux anniversaire » sonnaient faux, vides de sens, incapables de penser la blessure béante qui saignait dans mon cœur. La nuit tombait, et je restais assise dans le noir, fixant la porte d'entrée comme si Adrien pouvait surgir à tout instant. Le tic-tac de l'horloge se transformait en une lente agonie, comptant chaque seconde de son absence. J'essayais de dormir, mais mes rêves me ramenaient sans cesse à la dernière fois où je l'avais vu, avec son sourire tendre et ses yeux brillants. Chaque réveil était un choc brutal, un rappel cruel que rien n'avait changé, que le vide demeurait. Pour mes 43 ans, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte, sans timbre ni adresse d'expéditeur, ce qui fit battre mon cœur plus vite que jamais. À l'intérieur, une carte d'anniversaire écrite à la main, signée « Adrien », avec ces mots terrifiants, « Je ne suis jamais parti, regarde dans la cave ». Mon esprit se figea, incapable de comprendre comment un message de sa part pouvait réapparaître après tant d'années. Mes mains tremblaient, la peur et l'espoir se mêlant dans un tourbillon incontrôlable. Le papier semblait presque brûler mes doigts tant il portait une vérité impossible à accepter. Je m'effondrais sur le sol, relisant chaque mot pour m'assurer que je n'hallucinais pas, incapable de respirer normalement. Qui pouvait connaître cette douleur intime et s'en servir pour me tourmenter? Était-ce Adrien, vraiment, ou un monstre qui jouait avec ma souffrance? Mes pensées s'entrechoquaient, aucune logique ne pouvant expliquer ce qui se déroulait sous mes yeux. Je sentais que ma vie venait de basculer d'une attente interminable à une terreur absolue, comme si un abîme s'était ouvert sous mes pieds. Je restais assise de longues minutes dans le silence pesant de la maison, incapable de bouger, le papier serré contre ma poitrine comme un talisman maudit. Mon esprit imaginait déjà le pire, chaque ombre dans la pièce me semblant animée d'une présence hostile. Était-ce une mauvaise plaisanterie d'un esprit cruel, ou la preuve que quelque chose d'horrible s'était vraiment passé sous mon toit? Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser à chaque bruit venu de la rue. Je me sentais surveillée, comme si des yeux invisibles scrutaient chacun de mes gestes. La cave, que j'évitais soigneusement depuis des années, devint soudain le centre de toutes mes peurs, un endroit que je devrais affronter pour découvrir la vérité. J'hésitais à appeler la police, redoutant d'avoir l'air folle si ce n'était qu'une plaisanterie macabre. Pourtant, une voix intérieure me poussait à agir, à descendre ces marches que je n'avais plus franchies depuis si longtemps. Chaque seconde passée à réfléchir me rapprochait de la panique pure, mon souffle court, mes mains glacées. Il fallait que je sache, même si la vérité devait me briser à jamais. Je pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte grinçante qui menait à la cave, un nuage de poussière s'échappant comme un souffle de fantôme. La lumière de mon téléphone éclairait faiblement les marches en bois qui semblaient vouloir s'effondrer sous mon poids. Chaque craquement résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit, réveillant toutes les peurs enfouies au fond de moi. L'odeur d'humidité et de moisissure me prit à la gorge, me rappelant pourquoi j'avais toujours évité cet endroit depuis des années. Mon cœur battait à un rythme effréné, comme si la cave elle-même respirait et attendait ma venue pour révéler son secret. Je descendis lentement, mes mains tremblant au point de faire vaciller le faisceau lumineux sur les vieux murs de pierre. Des toiles d'araignée s'accrochaient à mes cheveux, rendant chaque pas plus éprouvant, comme si le lieu voulait me retenir à jamais. Le silence était assourdissant, interrompu seulement par le goutte-à-goutte d'une canalisation qui résonnait comme un compte à rebours. J'avais l'impression de plonger dans un autre monde, un monde où le temps s'était arrêté depuis la disparition d'Adrien. Plus je descendais, plus la peur se transformait en une certitude glaçante que quelque chose m'attendait dans l'ombre. Arrivé au bas des marches, je balayai la cave avec la lumière, découvrant d'anciens cartons éventrés et des meubles couverts de draps jaunis.
Mon regard fut attiré par une silhouette recroquevillée dans un coin, si immobile que j'eus d'abord cru à une illusion. Je m'approchai lentement, mon souffle court, jusqu'à ce que le faisceau éclaire un visage émacié, les yeux caves, qui me fixaient avec une intensité terrifiante. Mon esprit refusa d'accepter ce que mes yeux voyaient, c'était Adrien, vivant, ou du moins ce qu'il en restait, assis comme un spectre au milieu de ce cauchemar. Sa peau était si pâle qu'elle se confondait presque avec la poussière qui recouvrait tout autour de lui. Je laissai échapper un cri étranglé, mes jambes menaçant de céder sous le choc, alors qu'il tendait lentement la main vers moi. Ses lèvres desséchées formèrent un sourire déformé, un rictus qui me glaça le sang plus qu'il ne me rassura. Je reculai d'un pas, incapable de comprendre comment il avait pu rester là sans que je m'en rende compte pendant toutes ces années. Ma tête tournait, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour dans mes tempes. La cave, que j'avais toujours cru vide, était devenue le tombeau vivant de l'homme que j'aimais. Je restai figé face à lui, incapable de prononcer un seul mot, comme si ma langue avait oublié jusqu'au moindre son. Adrien, de son côté, continuait à tendre la main, son regard oscillant entre détresse et folie, comme s'il ne savait plus comment réagir à ma présence. Les secondes s'étiraient en une éternité oppressante, chaque respiration semblant hurler la douleur et la peur qui nous séparaient. Mes jambes tremblaient si fort que je dus m'agripper à la rambarde pour ne pas m'effondrer sur le sol glacé de la cave. Le silence était plus insupportable que n'importe quel cri, emplissant l'espace d'un écho invisible de tout ce que nous avions perdu. Il tenta enfin de murmurer quelque chose, un son rauque et méconnaissable qui me fit frissonner jusqu'à la moelle, comme un cri étouffé revenu d'outre-tombe. Ses yeux étaient remplis de larmes mêlées de terreur, comme s'il redoutait ma réaction plus que tout. Je sentais mon esprit vaciller, partagé entre l'instinct de m'enfuir et celui de le serrer contre moi pour le sauver. La réalité semblait se fissurer autour de nous, chaque seconde menaçant de nous engloutir dans la folie pure. J'étais face à l'homme que j'avais pleuré chaque jour, et pourtant, rien ne ressemblait plus à un rêve devenu cauchemar. Dans un souffle brisé, Adrien me révéla qu'il avait été enlevé la nuit même de sa disparition et enfermé dans notre propre cave par des ravisseurs qui connaissaient chaque recoin de la maison. Il expliqua qu'il m'avait entendu marcher au-dessus de lui, crier son nom, pleurer, mais qu'il était incapable de bouger ou de crier à cause des drogues qu'on lui administrait régulièrement. Ces mots tombaient comme des lames, tranchant la fine barrière entre le cauchemar et la réalité, me laissant paralysée. Mon esprit refusait d'admettre que tout ce temps, il se trouvait littéralement sous mes pieds, prisonnier dans les ténèbres. Ses yeux se remplissaient de larmes en décrivant la terreur des bruits dans la maison qu'il ne comprenait pas, chaque son devenant un supplice supplémentaire. Il murmura que ses geôliers venaient parfois la nuit, masqués, pour le nourrir juste assez pour le maintenir en vie, lui répétant que s'il faisait un bruit, il me tuerait. Il se souvenait de conversations chuchotées, de rires inquiétants, mais jamais de visages qu'il aurait pu reconnaître. Chaque jour se confondait avec le suivant, la notion de temps disparaissant dans l'obscurité glaciale de la cave. Il avoua avoir souvent cru devenir fou, priant pour que je le retrouve ou que la mort vienne mettre fin à son calvaire. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, comme si ses souvenirs le consumaient encore de l'intérieur. Je regardais autour de moi, cherchant la moindre explication logique à l'horreur qu'il décrivait, mais la cave ne montrait aucun signe de chaîne ou de cage. Adrien m'assura que ses ravisseurs démontaient chaque fois les dispositifs qui le retenaient, effaçant toute trace de leur passage avant de repartir. Je compris alors que seuls ceux qui connaissaient intimement la maison pouvaient orchestrer un tel enfer sans jamais éveiller mes soupçons. La peur me saisit à l'idée que le monstre derrière tout cela n'était pas un inconnu, mais quelqu'un de proche, de suffisamment proche pour manipuler chaque détail. Je sentis mon estomac se nouer, une sueur glacée coulant le long de ma nuque. Adrien affirma que ces tortionnaires possédaient un double des clés de la maison, et qu'ils surveillaient chacun de mes déplacements pour intervenir quand je n'étais pas là. Il me raconta qu'il avait entendu la porte de la cave s'ouvrir des dizaines de fois sans pouvoir distinguer qui entrait, car la lumière était toujours coupée. Il décrivit la peur qu'il étouffait à chaque pas entendu au-dessus de lui, convaincu que c'était le dernier avant qu'on le tue. Ses yeux cherchaient les miens comme pour s'ancrer dans la réalité, comme si ma présence était la seule preuve qu'il n'était pas en train de délirer. La cave,
lieu anodin hier encore, devenait le théâtre d'une machination diabolique. La vérité me frappa comme un éclair quand Adrien me confia qu'il avait découvert, peu avant sa disparition, un détournement massif d'argent dans l'entreprise familiale. Selon lui, mon propre frère, en charge des finances, était au centre de cette fraude, et Adrien avait menacé de tout révéler. Cette menace aurait été le point de départ de son enlèvement, pour le réduire au silence à jamais, et préserver les mensonges qui protégeaient la réputation de ma famille. J'écoutais, le cœur en lambeaux, incapable de croire que mon frère que j'aimais tant pouvait être derrière une telle cruauté. Chaque souvenir avec lui me revenait, désormais teinté d'une suspicion insupportable. Adrien détailla comment il avait surpris des conversations téléphoniques troublantes, et des documents falsifiés qu'il avait pris en photo, preuves irréfutables de la trahison. Il était persuadé que mon frère n'avait pas agi seul, qu'il devait avoir des complices pour maintenir un tel secret et organiser la surveillance. Mes pensées tourbillonnaient, entre colère, chagrin et peur, alors que la maison me semblait se refermer sur moi comme un piège. Les fondations mêmes de ma vie vacillaient, détruites par la révélation de la monstruosité tapie dans ma propre famille. Je compris que la vérité n'était pas seulement un fardeau, mais un danger mortel. Alors que je voulais courir prévenir la police, Adrien m'attrapa par le bras avec une force désespérée, ses yeux remplis de panique. Il me supplia de ne pas bouger, affirmant que les complices de mon frère devaient encore nous surveiller et que le moindre appel aux autorités signerait notre arrêt de mort. Son visage, déjà ravagé par la peur et la souffrance, se fit plus grave encore en me répétant qu'il avait entendu des conversations où on menaçait de nous éliminer si nous faisions le moindre faux pas. Ma maison, que j'avais toujours considérée comme un refuge, se transformait soudain en un piège mortel, chaque fenêtre et chaque porte devenant une source de menace. Le moindre bruit me faisait sursauter, comme si des yeux invisibles scrutaient chacun de nos gestes, prêts à frapper. Je sentais la terreur s'installer dans chaque fibre de mon corps, mon souffle devenant court, ma tête prête à exploser sous la pression. Adrien insista pour que nous restions cachés le temps de trouver une solution, me convainquant que fuir précipitamment ne ferait que nous condamner. La nuit tomba sur la maison comme un linceul, enveloppant les murs d'une atmosphère lourde et oppressante. Je coupais toutes les lumières, espérant disparaître dans l'obscurité pour échapper aux regards malveillants. Chaque craquement du bois, chaque courant d'air me paraissait porteur d'une menace, m'empêchant de fermer l'œil. La nuit fut un supplice sans fin, chaque seconde étirée par l'angoisse et le silence pesant qui enveloppait la maison. Je restais blotti contre Adrien, écoutant le moindre bruit suspect, convaincu que des pas allaient résonner d'un instant à l'autre sur le parquet du salon. Les murs semblaient respirer, amplifiant le moindre craquement comme un avertissement d'un danger imminent. Mes pensées se bousculaient, imaginant 1000 scénarios où mon frère surgissait armé pour nous faire taire à jamais. Le temps n'avait plus de sens, et l'aube me semblait un espoir aussi lointain qu'irréel. À accent grave chaque ombre projetée par la lueur de la lune, mon cœur manquait un battement, persuadé que c'était la silhouette de notre bourreau. Le vent faisait claquer les volets, provoquant des sursauts incontrôlables, et la pluie s'invita, martelant le toit comme des coups de semonce. Adrien, épuisé, finit par sombrer dans un sommeil agité, mais je restais éveillé, hypnotisé par la peur, incapable de fermer les yeux plus de quelques secondes. Mon esprit passait en boucle les révélations de la cave, chaque détail ravivant la douleur et l'effroi. J'étais persuadé que la maison entière conspirait pour nous garder prisonniers. Quand les premières lueurs du jour percèrent les rideaux, je me levai avec la détermination fébrile de découvrir la vérité coûte que coûte. Adrien, encore faible, me supplia de faire attention, mais je savais qu'il fallait des preuves irréfutables pour arrêter l'horreur qui nous étouffait. Je me rendis dans le bureau de mon frère, un lieu que je n'avais jamais osé fouiller par respect, mais qui me semblait désormais être le cœur de la conspiration. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais les tiroirs un à un, découvrant des dossiers bancaires, des relevés suspects et des notes qui mentionnaient le nom d'Adrien. Chaque document confirmait ce qu'il m'avait raconté, transformant mes soupçons en certitude. Au fond d'une armoire, je trouvai un carnet noir rempli de détails effrayants, des dates, des montants d'argent transférés, et même des plans schématiques de notre maison, avec des annotations sur mes habitudes quotidiennes.
Je compris que mon frère avait organisé chaque minute de notre vie pour mieux dissimuler son crime, et que j'avais vécu dans un mensonge absolu depuis des années. Mes larmes coulèrent sans que je puisse les retenir, brûlantes de rage et de désespoir, en réalisant l'étendue de la trahison. La confiance aveugle que j'avais placée en lui s'effondra, remplacée par une haine glaciale. La vérité venait de se dévoiler, et elle était plus terrifiante que tout ce que j'avais pu imaginer. Je pris mon courage à deux mains et appelai mon frère sous un prétexte anodin, lui demandant de venir me voir pour parler d'Adrien et des finances familiales. Quand il franchit la porte, son visage afficha un masque de fausse douceur, mais ses yeux trahissaient une tension glaciale qui me glaça le sang. Adrien, dissimulé dans l'ombre du couloir, attendait le moment où la vérité éclaterait en plein jour. Quand il se montra, mon frère devint livide, comme s'il voyait un fantôme revenu pour réclamer justice. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, chaque respiration résonnant comme un coup de tonnerre entre nous trois. Je sentais mon cœur battre à une vitesse folle, la peur et la rage se mêlant dans un tourbillon incontrôlable. Adrien avança d'un pas déterminé, ses yeux fixés sur celui qui l'avait détruit, et je sus que plus rien ne pourrait arrêter cette confrontation. Mon frère balbutia quelques mots, mais son regard fuyant confirmait sa culpabilité avant même qu'il ne prononce la moindre phrase. Mon frère tenta de nier en bégayant, jurant qu'il n'avait rien à voir avec ce qui était arrivé, mais chaque excuse sonnait creux et ridicule face à l'évidence. Adrien énuméra alors, d'une voix basse et glaciale, tous les détails que seul le coupable pouvait connaître, comme les dates exactes de ses passages dans la cave et les mots qu'il avait entendus. Le visage de mon frère se décomposa peu à peu, la colère remplaçant la panique, ses traits se crispant comme ceux d'un prédateur acculé. Dans un accès de fureur, il fouilla sous sa veste et sortit une arme que je ne l'avais jamais vue porter auparavant. Je poussai un cri en reculant, incapable de croire que le pire était en train de se produire sous mon propre toit. Adrien se plaça instinctivement devant moi, prêt à tout pour me protéger une fois de plus, son corps frêle devenant un bouclier entre nous et le danger. Les secondes s'étirèrent en un suspense insoutenable, le regard de mon frère flamboyant d'une haine que je ne lui avais jamais connue. Je compris que la bête tapie sous son masque venait enfin de se révéler. Il pointa l'arme droit sur moi, ses mains tremblantes mais son regard rempli d'une folie implacable, hurlant que j'avais tout gâché en cherchant la vérité. Ces mots étaient comme des coups de poignard, révélant une rage sourde accumulée pendant des années, un ressentiment que je n'avais jamais soupçonné. Adrien tenta de le raisonner, lui parlant avec douceur, essayant de le ramener à la raison malgré la tension insoutenable. Mais la haine semblait avoir consumé toute trace d'humanité chez mon frère, qui devenait de plus en plus incontrôlable. Je sentis chaque battement de mon cœur résonner dans mes tempes, mon souffle devenant un sifflement court, mes jambes prêtes à me lâcher sous la peur. La scène se figea comme dans un cauchemar, chaque mouvement paraissant au ralenti tandis que le doigt de mon frère se crispait sur la détente. Le monde entier semblait suspendu à cette fraction de seconde où tout pouvait basculer dans l'irréversible. J'attrapai la main d'Adrien, certaine que nous n'avions plus aucune échappatoire. Dans un éclair de chaos, un coup de feu déchira le silence de la maison, résonnant dans chaque recoin comme un rugissement d'apocalypse. Mon cri se mêla à l'odeur de poudre qui emplit aussitôt l'air, un parfum âcre et métallique qui me donna la nausée. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds, convaincu qu'Adrien venait d'être touché et qu'il s'effondrerait dans mes bras. Mais en ouvrant les yeux, ce fut mon frère que je vis à terre, le visage figé dans un rictus de douleur, sa main encore crispée sur l'arme qui avait fini par se retourner contre lui. Le sang se répandit lentement sur le parquet, dessinant une traînée macabre entre les souvenirs de notre enfance. Adrien haletait, le regard écarquillé, ses bras me serrant avec une force presque douloureuse comme s'il avait peur que je disparaisse. Je posai ma main sur sa joue pour le rassurer, réalisant à peine que nous étions vivants alors que tout aurait pu se terminer en tragédie absolue. Le silence retomba, seulement troublé par nos souffles paniqués, un silence si dense qu'il semblait hurler la fin de l'illusion familiale. Je restai prostré, incapable de détourner les yeux de mon frère à terre, un mélange d'horreur et de chagrin me submergeant. Ce moment venait de briser à jamais les dernières attaches d'un passé que je croyais solide. Les secondes s'écoulèrent comme une éternité avant que je ne parvienne à saisir mon téléphone,
mes doigts glissant sur l'écran trempé de larmes. J'appelais la police dans un état de panique totale, ma voix déformée par la terreur alors que j'expliquais ce qui venait de se passer. À l'autre bout du fil, l'opératrice tenta de me calmer, me répétant que les secours arrivaient et que je devais rester en ligne pour guider les agents. Les sirènes retentirent au loin, un hurlement salvateur qui fendait la nuit, annonçant l'arrivée de ceux qui allaient enfin mettre un terme à ce cauchemar. Je me précipitai dehors pour les accueillir, la pluie s'écrasant sur mon visage comme pour laver le sang et la peur. Les gyrophares bleus et rouges envahirent la rue, projetant des éclats lumineux sur la façade de la maison qui semblait soudain irréelle. Les policiers entrèrent en courant, armes à la main, prenant rapidement le contrôle de la situation pendant que les ambulanciers se penchaient sur mon frère encore en vie mais gravement blessé. Je serrai la main d'Adrien, incapable de détourner le regard, tandis qu'on emmenait mon frère sur une civière, menotté et inconscient. Les agents me posèrent 1000 questions auxquelles je répondais machinalement, encore sous le choc, le cœur battant à un rythme insoutenable. La maison, autrefois synonyme de bonheur, était devenue la scène d'un drame inimaginable. Au commissariat, Adrien raconta toute son histoire aux enquêteurs, sa voix cassée par l'émotion mais portée par une détermination sans faille. Il expliqua les mois de séquestration, les menaces, les visites nocturnes, et décrivit avec précision les détails qui prouvaient la culpabilité de mon frère. Les preuves que j'avais découvertes dans son bureau furent saisies et analysées, confirmant point par point la machination sordide qui avait détruit nos vies. Les enquêteurs, d'abord sceptiques, comprirent peu à peu l'ampleur du complot, leurs visages se figeant d'horreur à mesure qu'ils prenaient connaissance des faits. Mon frère fut inculpé pour tentative de meurtre, séquestration et fraude, et placé sous haute surveillance à l'hôpital. Je signai des dépositions pendant des heures, chaque mot me semblant une déchirure supplémentaire, un rappel de la trahison la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Adrien, assis à mes côtés, me tenait la main, ses yeux fatigués cherchant dans les miens la force de continuer. Le procureur nous assura que la justice ferait son travail et que rien ni personne ne pourrait enterrer cette affaire. Je quittai enfin le commissariat à l'aube, le ciel se teintant d'un rose étrange, comme un signe que la lumière revenait après la nuit la plus longue de ma vie. Nous avions survécu, mais nos blessures allaient mettre du temps à guérir. Une fois de retour à la maison, Adrien et moi nous retrouvâmes seuls dans un silence pesant, conscients que rien ne serait plus jamais comme avant malgré notre amour intact. Les premiers jours furent les plus difficiles, chaque pièce semblant résonner des échos de la terreur et du mensonge qui avait déchiré notre vie. Adrien, marqué par des années d'isolement, devait réapprendre les gestes simples, manger ensemble, parler sans crainte, dormir sans sursauter au moindre bruit. La nuit, il se réveillait en hurlant, prisonnier de cauchemars qui le ramenaient sans cesse à la cave et à l'obscurité. Je restais alors à ses côtés, le berçant doucement, répétant qu'il était libre, qu'il était vivant, même si la peur nous collait encore à la peau point. Nous décidâmes de retirer tous les objets qui rappelaient le passé, de repeindre les murs, de changer les meubles, comme pour exorciser le mal qui avait rongé notre foyer. Chaque clou enlevé, chaque coup de pinceau était un pas vers la guérison, un acte symbolique pour reconstruire notre cocon. Malgré l'amour, les tensions étaient fréquentes, les blessures psychologiques se ravivant au moindre mot de travers ou au souvenir d'une nuit de terreur. Nous suivions une thérapie de couple, tentant de recoller les morceaux de nos âmes brisées, en parlant de ce que nous avions enduré sans jamais minimiser la douleur. Ces moments de vérité étaient à la fois une torture et une délivrance, la clé pour avancer. Chaque soir, quand la lumière déclinait, je sentais les souvenirs revenir avec la même violence qu'au premier jour, comme des spectres rôdant dans chaque recoin de la maison. J'entendais presque encore les gémissements étouffés d'Adrien sous le plancher, ces sons imaginaires qui me rappelaient que, sans le moindre indice, j'étais passé si près de lui pendant tant d'années. Mon cœur se serrait à chaque grincement de bois, chaque courant d'air, persuadé que le cauchemar pouvait recommencer à tout moment. Je me maudissais de ne pas avoir compris plus tôt, de ne pas avoir vu l'évidence, même si la raison me disait que personne n'aurait pu deviner un tel complot. Cette culpabilité me rongeait plus sûrement que la peur elle-même, un poison insidieux. Adrien aussi était hanté, son regard se perdant parfois dans le vide quand un bruit inattendu le ramenait brutalement à ses souvenirs de prisonnier.
Il évitait certains endroits de la maison, incapable de franchir seul la porte qui menait autrefois à sa geôle, comme si elle conservait encore les hurlements muets de son enfer. Nous nous accrochions l'un à l'autre comme à une bouée, répétant sans cesse que nous étions ensemble, que plus rien ne pourrait nous séparer. Mais même dans nos étreintes, il restait cette ombre, ce silence lourd qui rappelait que les fantômes du passé n'avaient pas encore disparu. Nos cœurs battaient à l'unisson, blessés mais déterminés à survivre. Peu à peu, la maison reprit vie, la peinture fraîche et les meubles neufs nous donnant l'illusion d'un nouveau départ, d'un espace purifié où nous pouvions respirer sans la peur. Nous avons décidé de détruire complètement l'accès à la cave, comblant l'escalier et condamnant la porte pour éradiquer jusqu'à la possibilité d'y retourner un jour. Ce chantier fut éprouvant, chaque coup de masse résonnant comme un adieu définitif à des années de souffrance et de secrets. Nous restions main dans la main, regardant les gravats tomber, les larmes coulant sur nos joues mêlées de soulagement et de tristesse. Détruire la cave, c'était symboliquement reprendre le contrôle de notre vie. En parallèle, nous reconstruisions notre couple avec patience et tendresse, redécouvrant la complicité qui nous avait unis avant que tout ne s'écroule. Nos rires revinrent timidement, nos soirées se peuplèrent de rêves pour l'avenir, et la maison, peu à peu, retrouva un parfum de bonheur. Nous savions qu'il restait un long chemin à parcourir, que les blessures ne disparaîtraient jamais vraiment, mais chaque jour passé ensemble était une victoire. Nous apprenions à vivre dans la vérité, à nous aimer avec nos cicatrices, plus fort qu'avant. La peur laissait place à l'espoir, et notre serment de ne plus jamais nous abandonner prenait un sens plus profond que jamais. Aujourd'hui, chaque matin où j'ouvre les yeux et vois Adrien à mes côtés me semble un miracle, un cadeau que le destin nous a rendu après nous avoir presque tout pris. Nous avons décidé de vivre pleinement, de ne plus reporter nos rêves et de célébrer chaque instant comme une victoire sur la noirceur qui avait failli nous engloutir. Nos promenades main dans la main, nos rires dans la cuisine, nos regards complices sont autant de preuves que l'amour peut renaître même après les pires tempêtes. Nous avons écrit ensemble une nouvelle page, gravée de courage et d'espoir, en promettant de ne jamais laisser le silence ou la peur nous séparer de nouveau. Cette promesse, nous la renouvelons chaque soir avant de nous endormir, conscients de la fragilité et de la valeur inestimable de ce que nous partageons. Nos familles et amis, choqués par la vérité, nous entourent désormais avec un respect mêlé de prudence, comprenant que notre histoire a laissé des cicatrices indélébiles. Nous avons choisi de témoigner publiquement pour sensibiliser les autres à la possibilité que le mal vienne parfois de là où on l'attend le moins, pour que personne n'ait à endurer ce que nous avons traversé. Adrien a retrouvé peu à peu la sérénité, son sourire revenant illuminer mes journées, et moi, j'ai retrouvé la force de croire à l'avenir. Ensemble, nous avons compris que le plus grand miracle n'était pas seulement d'avoir survécu, mais d'avoir su rester unis malgré l'enfer. Désormais, plus rien ni personne ne pourra jamais éteindre la lumière que nous portons l'un pour l'autre.